Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est l'enregistrement de Lucien Cournil, réalisé le 27 mars 2009. Parole de résistants et déportés en Dordogne, le 27 mars 2009, au Lardin Saint-Lazare, chez Monsieur Cournil. Monsieur Cournil, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, d'abord bonjour. Alors je m'appelle Lucien Cournil, je suis né le 7 novembre 1926, ce qui fait déjà bien longtemps, et dans une famille ouvrière. Mon père était verrier, ma mère restait à la maison, nous étions 3 garçons, et puis déjà c'était les années difficiles, il faut dire. Et à partir de là, pour nous c'était naturel. On a milité d'abord très jeune, nous avons participé aux organisations de jeunesse, et notamment les jeunesses communistes. Et puis, au moment où est arrivée la résistance, c'était pour nous quelque chose de très normal, parce que, mon père, verrier, qui avait les tendances de la verrerie un peu anarcho-syndicaliste, qui avait été, il a fait toutes les grèves, il a suivi toutes les verreries de Bordeaux, il a terminé à Terrasson, bien sûr. Et donc, il avait fait la guerre de 14-18, et il avait fait Verdun, donc c'était difficile pour nous, c'était pas difficile, au contraire pour nous, depuis 38, 37, 38, on était gamins à l'époque, mais on écoutait ce que disait le père Hanoux, le père de Roger Hanoux notamment, qui était un ami très... Nous étions très amis dans la famille, et entre les grands, ils discutaient bien sûr de la situation, et nous, on en prenait. C'est pour ça que pour nous, ça n'a pas été compliqué. D'abord, mon père était un antipétiniste forcené depuis 1918-19, et politiquement, après, quand on a su quand même il avait été nommé ambassadeur de France en Espagne, il était aussi dans les manifestations fascistes de 34. Tout ça fait que pour nous, Pétain, disons que nous n'avons pas fait partie des 90% de la population qui était pétiniste à l'époque, avec cette auréole qui lui couvrait la tête de vainqueur, de faux vainqueur de Verdun d'ailleurs. Voilà, la période est arrivée comme ça. Donc, après, comment les choses se sont passées, c'est pour nous, c'était, je l'ai déjà dit, c'était d'une simplicité. Mais notre travail a très vite consisté à trouver et à mobiliser des gens, parce que on n'a pas tout de suite parlé de résistance, la résistance c'est venu beaucoup plus tard. Mais on était un groupe là avec les fils Vramont, notamment de Condat là, et le père aussi. On fait que très vite on a monté des groupes de jeunes là, et on se réunissait à l'époque chez Madame Paour, qui était dans la côte de la Verrerie. C'était à quelle période ? Vous vous souvenez des dates à peu près ? Là, c'était 41, 42. Là, c'était déjà... Mais on avait du monde. On se réunissait dans une petite salle qui était derrière sa cuisine, sans ouverture d'ailleurs. Donc nous étions très à l'abri. Là, et on risquait rien. On sortait par petits morceaux.
Et puis après, nous nous sommes organisés. Moi, j'ai été avec vraiment le plus jeune, Marcel, responsable de la jeunesse. Après, j'ai connu Roger Juillat et nous avons formé un trio de direction à ce moment-là. Et là, on a commencé à préparer, toujours notre travail consistant à mobiliser et à préparer les jeunes qui voulaient bien nous écouter à ce que serait la résistance et ce que seraient les maquis, puisque déjà, il y avait des maquis ici, notamment de l'AS, parce que le maquis FTP est arrivé plus tard, bien qu'il y en avait un à la Chapelle-au-Bareil, mais c'était pas des FTP, il y avait un peu de tout, là, c'était plutôt une voie de garage pour ceux comme le Caceboudi ou Polo Salon qui, ils voulaient pas partir, et ils étaient là à la Chapelle-au-Bareil, ils aidaient les paysans, ils n'étaient pas organisés jusqu'au jour où le maire, sans fourche, a dit, les gars, il faut prendre des dispositions, là, parce que ça va barder un de ces jours. Les va-et-vient, il y a trop de va-et-vient. L'organisation dont vous parlez auprès des jeunes, c'était au sein d'un syndicat ou d'un parti politique ? Non, pas du tout. C'était... nous, on le faisait au nom des jeunesses communistes, mais on n'affichait pas précisément ça. On recrutait, on cherchait tout un tas de jeunes. J'ai retrouvé le nom du troisième qui était avec Marcel, nous, c'était Jackie Emery, qui était un jeune qui était un Parisien, qui était replié chez sa grand-mère, chez la maison Mounet, du Lardin, qui ont été aussi des résistants AS, mais qui ont été des résistants. Et là où habitait le docteur Daunois, où le docteur Daunois a eu son cabinet pendant quelque temps. Vous étiez donc aux jeunesses communistes, adhérent des jeunesses communistes ? Oui. Dès l'âge de 14 ans, j'ai adhéré et en plus, très vite, on m'a donné des responsabilités et puis après ça a continué et quand les choses, après 42, quand l'occupation s'est faite de la zone dite libre, à ce moment-là, j'étais en relation avec la direction nationale des jeunesses communistes et je recevais, parce qu'on n'habitait pas là, on habitait sur le bord de la route, et je recevais de Paris les instructions que je retransmettais moi sur Tenon, sur Exideuil et sur Montignac. Et sur notre secteur. Et mon agent de liaison, c'était justement la femme à Florence, qui est là, qui habite en bas là. Voilà. Et votre père, il était au Parti communiste ? Mon père était au PS, la SFIO, pendant très longtemps, mais à force que le père Hanoux lui remonte plus ou moins les bretelles parce qu'ils étaient d'accord. Mon père était au PS, mais c'était un opposant permanent au PS. Il y en a, quand il allait aux réunions des sections socialistes, c'était toujours pour s'engueuler avec les bien-pensants de l'époque, qui étaient en majorité des instituteurs. Et il a finalement adhéré au PC après, oui. Et votre père a adhéré au Parti communiste en quelle année ? Dans les années 38-39, je ne sais pas exactement, mais c'est dans ces années-là. Voilà. Et on sentait la guerre arriver, il y avait eu ces accords de Munich qui passaient mal, et mon père devenait de plus en plus agressif au sein de la section socialiste, et le père Hanoux n'arrêtait pas parce que après, comme on était très amis avec la famille Hanoux, il lui racontait ce qui s'était passé à la section socialiste, et puis il vient avec nous, c'est mieux que tu viennes avec nous, et c'est comme ça.
Alors, je ne sais pas exactement, moi, hein, mais parce que bon, on était quand même encore jeunes, nous. Mais je pense que c'est dans les années 38-39, ouais, je pense. Vous étiez très ami avec la famille de Roger Ranoux? Ah oui, 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 oui. Avec la famille de Roger Ranoux, je dirais même qu'on ne se quittait pas, parce qu'on ne passait pas une journée sans se voir. Et parce que le père de Roger était un gars d'une humour extraordinaire, qui avait fait la guerre dans la cavalerie, et il avait fait la campagne d'Italie, je crois, et il nous racontait toutes ces anecdotes, et nous, gamins, là, parce que il faut dire qu'on se réunissait pour énoiser. Alors c'était tantôt chez les uns, tantôt chez les autres, parce qu'on énoisait pour le compte de Vergniaud à Terrasson. Il nous portait les sacs de noix et on gardait les coquilles et on lui rendait les cerneaux. Alors c'était tantôt chez les uns, tantôt chez les autres. Et alors c'était des soirées de discussion, alors il y avait la partie politique quand il y avait des événements qui valaient le coup, et nous les gamins, on était très attentifs, on écoutait beaucoup ce que nous disait le père Ranoux, enfin ce que disait le père Ranoux, les explications qu'il donnait sur la situation, parce que c'est un gars, c'était un personnage intelligent d'abord, en plus qui avait l'art de raconter, d'expliquer, et pour nous c'était, moi je peux dire que ça a été mon maître à penser. C'est pas mon père qui m'a formé à venir aux jeunesses communistes, c'est le père Ranoux, parce que, alors bon, mon père était très content, mais oui, je peux dire que c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette formation et que je me suis retrouvé bien là-dedans. Voilà, ce qui m'a permis par la suite d'avoir d'autres responsabilités et puis de faire le travail qui m'a été confié, quoi. Votre père travaillait à la verrerie de Branville, au Lardin? Oui, non, à Terrasse, à Saint-Nazaire, c'est la commune de Saint-Nazaire, hein, parce que à l'époque, il y avait une cinquantaine de personnes qui habitaient sur la commune du Lardin, et il y avait plus de 600 personnes qui habitaient sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle L'Escarbille, c'est revenu, qui s'appelle L'Escarbille, et où un gars qui avait fait un stage pendant 3 ans à la verrerie de Bretteville explique comment était le travail des verriers et comment était le mouvement syndical. Donc, tout le monde était syndiqué, tout le monde... c'était... Mais il explique aussi la dureté de ce travail-là. Et je dois dire que d'ailleurs que mon père avait commencé à 9 ans, il n'était pas déclaré bien sûr, parce qu'on n'est déclaré qu'à partir de 11 ans, mais à partir de 9 ans, il commençait à tenir le moule, à porter des seaux d'eau, ils allaient chercher des seaux d'eau jusqu'à la Vézère de l'autre côté de la route, là, hein. C'était un travail extrêmement dur. Et les verriers, les professionnels étaient extrêmement durs envers les gamins. Il faut reconnaître ce qui avait bien changé par la suite. Parce qu'à Terrasson, on ne se serait pas permis de toucher à un gamin. Enfin, ce qu'on appelait les gamins, les teneurs de moules. Et puis, voilà. Et alors, mais cette verrerie, à un moment donné, elle a fermé parce que c'était mal géré, c'était mal foutu. Et les verriers qui faisaient grève sur grève à une époque, parce que ça marchait très mal. Le patron se promenait en belle voiture et les verriers crevaient de faim.
Alors, ils se sont expatriés tous pratiquement à Bordeaux, mais c'est là où on le retrouve d'ailleurs, comment dirais-je, ce syndicalisme un peu particulier, là, l'anarcho-syndicalisme, oui, c'est le mot, hein, qui faisait que, dès que ça allait mal, on partait, et si la grève tournait mal, eh bien on partait dans une autre verrerie, et au premier baroud qu'il y avait, on se faisait foutre dehors, on allait dans une autre, et je suis sûr que mon père a fait toutes les verreries de Bordeaux comme ça, hein, avant de pouvoir revenir à Terrasson, parce que quand la verrerie de Terrasson s'est agrandie, ils avaient besoin de ces verriers qui étaient de bons ouvriers, là. C'était à quelle période qu'il est revenu à Terrasson, à peu près? Je sais pas. Il a dû revenir à Terrasson dans les années 30, hein, par là. 30? Oh, même avant. Même avant, parce que moi je suis né en 26, je suis né ici. Donc, et on n'était pas reparti, mais mon frère était né quand ils étaient à Bordeaux. Hein. Alors, je sais pas, oui, c'est dans les années 28, 30, par là, ils ont dû revenir. Oui. Et vous-même, est-ce que vous avez travaillé à la verrerie? Oui. Ah oui. Moi, j'ai travaillé parce que, c'était une des traditions dans les familles ouvrières de verriers, que les gamins, les enfants, fassent leurs premières armes à la verrerie. Donc, oui, j'ai travaillé à la verrerie pendant 6 mois, et c'était dur, hein, parce qu'il fallait se lever à 3 heures du matin, de 3 heures à midi et demi, ça faisait. Et puis, il s'est trouvé que, parce que moi, je voulais faire boucher, mais c'était l'époque 41, fin 41, fin 40-41, où il n'était plus question de faire de la boucherie là, à ce moment-là. Et ceux qui voulaient m'embaucher, Vézine ou Lardin, qui avait promis à mon père qu'il m'embaucherait, Feuillade à Terrasson, avait dit « Oh, mais on le prendra, s'il aime ça ». Parce que moi, quand on était gamin, moi je jouais toujours au boucher. Alors moi, on prenait la terre, je coupais les morceaux de terre, simulant les morceaux de viande. Alors et puis il s'est trouvé que le coiffeur du Lardin cherchait quelqu'un. Et comme on était client chez lui, un jour, il m'a demandé si ça m'intéresserait. Mais moi, c'est pas que ça m'intéressait beaucoup, mais de quitter la verrerie, ça m'intéressait. Et donc j'ai dit oui, mes parents ont été d'accord. Et puis j'ai fait coiffeur pendant 4 ans, oui. Pas tout à fait 4 ans, mais presque 4 ans, parce que j'ai fait 3 ans d'apprentissage au Lardin et j'ai fini chez Debay à Terrasson après. Et c'est là où les choses s'envenimaient déjà terriblement. Et alors, j'ai une anecdote qui me donne à réfléchir aujourd'hui, et comme quoi la folie de la jeunesse, ou tout au moins l'enthousiasme et l'inconscience de la jeunesse. Parce que déjà à ce moment-là, j'avais pris des responsabilités à la jeunesse avec le fils Vramon, un peu plus tard Juillat, et puis ce Jackie Emery là, qui était un Parisien, qui était un neveu ou un parent de la famille Mounet du Lardin. Et un jour, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors, à partir de là, donc j'avais ces responsabilités et qui allaient en augmentant, et de temps en temps, avec le père Vramon, qui était notre chef, on allait faire de nuit, alors que je travaillais la journée. La nuit, on allait faire des petits coups par-ci, par-là.
Et puis, c'est comme ça qu'un soir, au Lardin, je me suis pris une balle dans la jambe. Et qui m'a valu 6 mois d'hôpital et tout ça. Mais à ce moment-là, j'avais déjà des responsabilités importantes. D'abord, ça a commencé... vraiment, pour moi, la résistance, ça a commencé avec mon frère, où bon, j'avais eu quelques problèmes parce que il était au camp en même temps que ton grand-père, René Cournil, là, et puis d'autres, là. Et ils étaient revenus tous les deux, d'ailleurs, le soir, ils avaient traversé la Vézère, là, au moment de l'attaque du camp. Et puis, moi, j'avais un frère plus jeune qui était mort d'une méningite quelque temps auparavant. Moi, j'étais blessé, parce que j'étais blessé le 9 mars 1944. Entre parenthèses, j'ai été amené à l'hôpital par Fernand Amand, ce qu'on appelait le grand Fernand, qui a été tué à Melay. Et puis les frères Chauvet, j'ai été amené à l'hôpital de Clerville, dans le service du professeur Fontaine. Mais inconscience, parce que ça s'est passé un dimanche matin. Ils sont venus avec une traction familiale, là. Ils m'ont mis là-dedans. Et moi, j'avais mon revolver. Eux avaient, les frères Chauvet avaient une mitraillette de chaque côté. Et Fernand Amand, il avait son revolver à côté de lui. Et on est monté par Saint-Rabier et jusqu'à Clairvivre. Bon, on n'a rien trouvé, heureusement. Dans quelles circonstances vous avez été blessé? Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que, il y a eu une échauffourée, là. Moi, on a toujours pensé que c'était les mecs de Denoy qui nous ont aperçus, là, et qui nous ont flingués. Denoy, le chef de la milice. Le chef de la milice, ouais. Je pense que c'est de ces mecs à lui, là, qui ont fait ça. Mais on n'en sait rien, parce que ça a été fait en un éclair. C'est vraiment... moi, je me suis retrouvé à terre. Comme quoi, souvent, après, j'ai dit, ça fait de mourir d'un coup de pistolet. On n'a pas le temps de sentir. Mais ma jambe s'est mise à grossir. Alors, on m'a ramené chez moi dans des conditions... parce que où m'a mené? On m'a mené chez moi dans des conditions difficiles, où je me suis trouvé d'ailleurs le 31 mars. Et à ce moment-là, j'étais pas trop fier, il faut bien le dire. Et puis... j'ai perdu le fil. Est-ce qu'il y a eu d'autres blessés ce soir-là? Non, il y en a eu qu'un, c'était moi. Et heureusement, c'était à la jambe, donc... mais on a pu m'emmener que 48 heures après. On n'a pas trouvé le docteur Donois, on n'a pas su le trouver, on ne savait pas où il était. Et il a fait dire qu'il fallait prendre le Toubi qui le remplaçait à son cabinet chez Mounet, là. Le docteur Denoy, qui était chef d'un groupe AS. Denoy. Le chef d'un groupe AS, hein. Oui. Oui, parce que nos relations étaient très bonnes. Et puis, oui, alors je disais que pour mon frère, là, un coup malheureux, parce que il est parti en Allemagne. Et ça a été le drame un peu de ma vie, moi, parce que j'avais pas accepté qu'il fasse ça. Mais compte tenu que moi j'étais blessé, qu'on avait perdu un autre frère, il a été un peu démoralisé. Et finalement, avec le recul du temps, je le comprends. Je ne l'ai pas toujours compris. Je le dis, je n'ai pas toujours compris qu'il parte dans ces conditions, mais avec le recul du temps, je comprends que il a pu être ébranlé de voir que qu'est-ce qu'il allait devenir, puis rejoindre qui, c'était pas forcément facile. Et alors pendant 3 ou 4 jours, il s'est bien caché dans les bois par-ci par-là, mais après il a pris la décision de s'en aller. Comment s'appelait-il son prénom? Jean, c'est lui qui a dessiné ça là.
Et vous pouvez rappeler les circonstances dans lesquelles il a dû fuir? Lui, il était dans le maquis, où était ton grand-père depuis le début. Il était là, il faisait partie du corps franc, avec Polo Salon, le Cacqueboudi, le grand Robert, qui vient de décéder là, d'Alassac, enfin, qui était pas d'Alassac, il était d'Aja, mais bon, il habitait à Alassac maintenant. Et oui, Polo Salon, Cacqueboudi, le grand Robert et mon frère. C'était le corps franc du premier groupe AESC où la Combe dirigeait au Gratcha. Voilà, mon frère a inauguré les Gratcha. Là. Et alors là, à ce moment-là, quand ils ont commencé au Gratcha, moi j'étais pas blessé là, mais mon activité était double là, parce que d'une part, je continuais avec les Vramons à organiser les jeunes du coin, déjà les former, essayer en tout cas de discuter avec eux, de les former et tout ça. Et Lacombe, Raymond Lacombe, qui était le premier chef du groupe là-haut au Rachat, m'avait dit un jour, tiens, ça serait pas mal si tu pouvais diffuser des journaux de combat, parce qu'il était responsable à la propagande de combat, et bon, moi j'avais dit oui. Alors, être autre inconscience de ma jeunesse, c'est que comme j'étais apprenti coiffeur, mon premier travail, c'était de porter les journaux, parce qu'il était dépositaire, Chino était dépositaire de journaux, mon premier travail était de porter les journaux. Et l'inconscience faisait que là où je savais que, bon, c'était des gens de gauche, enfin, c'était des gens qui, bon, c'était pas, la résistance encore pour eux, c'était quelque chose d'éloigné, pour moi aussi d'ailleurs, hein. Mais bon, ça, alors je mettais parce qu'à l'époque c'était la France et la petite Gironde. Alors dans leur journal, je mettais un journal de combat. J'aurais pu me tromper et ça aurait pu me coûter très cher. Ça s'est toujours très bien passé. Mais à ce sujet, en tant que membre des jeunesses communistes, est-ce que vous avez été inquiété? Non, j'ai pas été inquiété parce que comme j'ai été blessé et mis au garage très vite quand même, puisque j'ai été blessé le 9 mars 1944, ça veut dire que à ce moment-là, bon, je ne pouvais plus faire grand-chose. Hein, et donc, bon, pas été inquiété. Si, j'aurais pu l'être, parce qu'à un moment, un gendarme de Terrasson que mes parents connaissaient, un nommé Boisserie, qui était originaire de Sarlat, là, et qui était un fils de paysan, est venu à la maison et a dit à mes parents, je ne sais pas ce que fait Lulu, je m'en fous, mais il vaudrait mieux qu'il s'écarte. Bon, alors, c'est partant de là que moi, je jouais la clé des champs, mais je suis pas parti quand même, je suis resté jusqu'au bout, et quand j'ai été blessé, j'étais légal, hein, j'étais pas au maquis, hein, là, ça s'est passé comme ça, hein, et puis après, j'ai continué à avoir des responsabilités interdépartementales, où je continuais à recevoir les instructions de Paris par les interrégionaux, et celui que j'ai connu le premier, c'était Jean Charpentier, qui m'a récupéré par la suite d'ailleurs, ça sera une autre histoire, qui m'a récupéré par la suite et qui m'a envoyé par une petite Polonaise, qui est devenue sa femme après la libération d'ailleurs, les messages à reproduire et tout ça. Et comme c'était dangereux, moi, ici, on m'avait la résistance locale, là, m'avait transporté à Villac, chez un copain, Fernand Ferrignac, où j'ai passé 2 mois, là,
jusqu'au moment où lui aussi il a dit à Crenque, qui était un chef de détachement du groupe Lucien Sampé, de Roger, il a dit bon, il faudrait le déménager de là parce que ça commence à trouver, à jaser, quoi, là. Alors la journée, je vivais dans la grange où on m'avait trouvé une machine à écrire. Bon, alors je tapais des trucs. La Suzon, Madame Florence maintenant, là, qui était à l'époque Suzon Delors, c'était mon agent de liaison. Elle venait, je lui donnais les trucs, elle allait les transmettre jusqu'à Exideuil en vélo. Et elle est tombée pas souvent, fort heureusement, mais il lui est arrivé de tomber sur des barrages. Ça s'est bien passé, mais elle aurait pu y rester. Parce que on nous avait, j'avais dit là tout à l'heure, j'avais été hospitalisé à Clairvivre, dans le service de Fontaine, mais le 31 mars, il a fallu déménager. Parce qu'on nous avait filé, on nous avait séparés, là, tous les blessés, parce qu'il n'y avait que Clairvivre qui acceptait les maquisards, et personne d'autre. Oui, le 31 mars, c'était le passage de la division Bremer. Voilà, c'était Bremer, quand Bremer est arrivé. Et donc, on nous a dispersés un peu partout. Moi, j'ai atterri chez moi, là, parce que je ne savais pas où aller. Et c'est là que, quelque temps après, là, dès qu'il y a eu un peu d'accalmie, les copains m'ont dit, allez hop, on t'amène. Alors, je me rappelle de ce voyage, parce que j'avais une attelle en bois qui me tenait la jambe, là. Et puis, on m'a amené, là, alors c'est un voisin qui a prêté la charrette, et un autre voisin qui a prêté le bourricot, et un autre voisin qui m'a amené. Mais tu vois, c'était tous des gens qui étaient près de nous, en tout cas, dont un qui était membre du parti. Et on m'a amené donc chez ce copain Ferignac, qui était un métayer chez le beau-frère du docteur Dox. Et là, je suis resté pendant 2 mois, mais c'était une famille, la famille Ferriat. Je vois encore de temps en temps son fils, avec qui j'ai couché. Alors la journée, j'étais dans la grange, et la nuit, j'allais manger avec eux, et je couchais avec lui. La nuit, je revenais coucher avec lui, mais à un moment donné, bon. Et puis les FTP avaient pris de l'importance, une importance considérable en Dordogne, enfin dans le secteur, là. Et on avait créé une école, une infirmerie à Val-aux-Joues. Et un beau jour, Mickey est venu me chercher et puis m'a pris en voiture et m'a amené à Val-aux-Joues, où là je suis passé encore quelques temps, mais alors là j'avais perdu la Suzon comme agent de liaison, et puis j'avais perdu un peu de mes responsabilités parce que c'était plus possible de travailler dans de bonnes conditions, alors j'avais un peu abandonné. Mickey, Guy Ranoux, le frère de Roger Ranoux, c'est voilà, ça? C'est ça. Oui, qui était commandant, il était commandant du 1er bataillon FTP sous-secteur. Et puis, alors, une anecdote parmi d'autres, parce qu'au camp au-dessus de Villac, au camp FTP où c'était Crenque qui était chef de détachement, il y avait des Géorgiens. Et de temps en temps, un des Géorgiens qu'on appelait Souliko, qui était un gars, il faisait 2 mètres, il devait faire 130 kilos, il était une armoire à glace, il me prenait sur ses épaules et il m'amenait au camp, passait la journée au camp, et puis il me ramenait le soir, comme ça sur ses épaules. Là, c'était un gars merveilleux, extraordinaire ce gars-là. C'était quel camp ? Le camp de Crenque qui était au-dessus de Villac, le lieu exact, je te dirai pas le lieu dit où c'était, mais je serais incapable d'y revenir d'ailleurs. Mais je sais pas si ça s'appelait pas Brujaille, je crois. Il me semble que c'était Brujaille, où était ce camp-là. Puis après, de là, je suis parti
On a fermé Valaujoux et on s'est installé au château d'Aurillac, Aurillac en Périgord, là. Entre parenthèses, on a trouvé une bonne cave. Et puis la libération est arrivée, je suis reparti à l'hôpital, parce que déjà j'étais suivi par un des médecins de Clerville qui était aussi un médecin de la résistance, FTP, et qui m'a ramené dans sa voiture, il m'a piqué mon revolver d'ailleurs, parce qu'il m'a dit tu vas pas rentrer à l'hôpital avec ça, et puis il me l'a jamais rendu. Bon, après il n'en avait plus besoin de toute façon. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. La prochaine partie de cette émission sera diffusée la semaine prochaine.